Bien, bonjour, bonjour à tous, bonsoir et bienvenue dans notre 53e, c'est la 53e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech depuis le 24 mars. Nous avons démarré cet exercice et ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Daniel Sherman, directeur de la Fondation Maladies Rares, et Franck Mouton, président de France Biotech. Bonsoir Daniel Sherman et bonsoir Franck Mouton. Pour mémoire, donc, on va parler de la Fondation Maladies Rares et des interactions avec les biotech. La Fondation a été créée dans le cadre du second plan national Maladies Rares. C'était en 2012 et elle a de multiples missions. C'est parfois difficile de lire les missions des fondations et c'est pour ça que c'était intéressant aussi d'avoir cette interaction avec Daniel Sherman. Aujourd'hui, ce que nous voulons savoir, c'est de savoir un peu comment ces missions s'articulent avec l'industrie, les biotech, les medtech et les sociétés de e-santé. Nous sommes aussi intéressés finalement par l'interaction qu'il peut y avoir et la convergence entre France Biotech et la Fondation Maladies Rares. Mais tout d'abord, Daniel Sherman, merci encore d'être avec nous. On va commencer par poser un décor général. Quel est le décor général? Quelles sont les missions de la Fondation en synthèse? Alors, la Fondation Maladies Rares est une structure très originale, puisque nous sommes une fondation de coopération scientifique. Donc, une fondation à but non lucratif, mais qui finalement vise à interagir à l'identique avec le monde académique, de la recherche, le monde des associations et le monde de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Donc, ce que nous visons, c'est être un peu au centre de cet écosystème. Et notre vocation principale, c'est de soutenir la recherche pour faire avancer la recherche et les applications thérapeutiques dans le domaine des maladies rares et aussi des cancers rares dans tout ce qui est l'ensemble de nos interactions avec la pharma et la biotech. Voilà, ça c'est un peu le cadre. Nous avons un président qui est le professeur Jean Dumandel, qui est de renommée mondiale dans le domaine de la génétique et du diagnostic. Et nous sommes une équipe de 15 personnes dont je détaillerai un peu les fonctions et qui œuvrent à ce que j'ai énoncé jusqu'à maintenant. Alors, principalement, je dirais historiquement, notre première vocation est de distribuer des fonds pour la recherche. Et dans ce sens, nous avons des appels à projets nationaux qui portent sur plusieurs domaines. Je les cite rapidement. Le domaine de la génétique des maladies rares, visant à identifier des gènes et éventuellement d'en tirer des diagnostics génétiques de maladies rares. Bien entendu, dans le cas de maladies rares dont la cause génétique est inconnue, et il y en a beaucoup, plus de la moitié, des plusieurs milliers de maladies rares dont on ne connaît pas encore le gène. Nous visons aussi à soutenir des équipes en développant des modèles expérimentaux leur permettant de tester leur hypothèse thérapeutique, ce qu'on appelle appel à projet petit animal, qui s'ouvre aujourd'hui à l'utilisation de moins en moins d'animaux et de plus en plus de modèles cellulaires, en particulier les cellules pluripotentes induites, qui représentent des modèles humains permettant de tester des hypothèses thérapeutiques dans un contexte humain in vitro sur des cellules et d'éviter l'expérimentation animale dans la mesure du possible. Nous avons aussi un appel à projet pharmacologie sur cause animale, toujours pour accélérer le processus vers la translation vers les traitements. Et nous avons un projet chimie, cible thérapeutique, qui vise à soutenir des criblages de façon à identifier des hits. Et une fois que ces hits sont atteints, eh bien, nous soutenons aussi, lors du même appel au projet, le passage hit to lead. Alors, notre modèle, c'est de distribuer des fonds de quantité pas énorme, dans les 20 à 40 kg par projet. Mais ce que nous voulons, c'est éviter que les chercheurs s'usent en faisant des demandes tous azimuts avec un taux de réussite de 5%. Nous, notre taux de réussite est d'environ 33%. Donc, un bon projet,
en 2 ans, normalement, doit passer. S'il ne passe pas la première année, il passera l'année suivante. Ça, c'est un des points d'orgue. Et je terminerai en disant que nous avons un dernier appel d'offres qui fait vraiment notre originalité, pour lequel on est reconnu, pas uniquement au niveau national, mais au niveau international. C'est un appel à projet sciences humaines et sociales, dans lequel nous associons un triptyque composé d'une équipe de recherche, d'une association de patients et d'une équipe clinique. Et l'équipe de recherche doit être une équipe sciences humaines et sociales, sociologue, psychologue ou éthique. Et donc, par là même, nous avons accès à un tissu, finalement, d'associations qui, finalement, nous confient leurs projets de recherche, avec lesquels nous pouvons ensuite traiter pour gérer ces projets. Alors, en ce qui concerne nos propres appels à projets, nous traitons avec des laboratoires académiques, c'est-à-dire nous soutenons des laboratoires académiques, en payant les plateformes. En d'autres termes, le laboratoire académique qui veut un criblage se met en contact avec une petite start-up, une société qui fait du criblage, et nous versons l'argent au laboratoire pour qu'il puisse s'offrir ce criblage, qu'il puisse s'offrir ce modèle animal. Il y a des sociétés de biotech qui produisent des modèles de pathologie. Eh bien, nous fournissons au laboratoire les moyens de s'offrir ce criblage, et nous ne prenons pas de propriété intellectuelle, c'est-à-dire nous préférons donner l'argent à l'équipe pour qu'elle traite directement avec le prestataire, de façon à ce que l'API reste intégralement au niveau de l'équipe de recherche. Alors, notre projet sciences humaines et sociales, j'en reviens à ce dernier appel à projet, il est assez unique et il nous vaut d'être reconnu. Et donc, par exemple, nous sommes membres d'un très très gros projet européen, le European Joint Project Rare Disease, et il y a un très gros appel à projet sciences humaines et sociales qui va être lancé en 2021 et nous sommes les responsables. C'est-à-dire c'est nous qui le mettons en œuvre, c'est nous qui mettons au point les consortiums, qui rassemblons les gens entre eux et qui finançons ces projets. Donc ça, je dirais que c'est pour l'aspect cognitif, maladies rares. Alors, pour identifier et aider toute cette communauté, nous avons 7 responsables régionaux qui patrouillent la communauté, qui suivent l'actualité et qui voient un peu ce qui se passe dans les labos, qui savent quelles sont les découvertes early ou en développement, je dirais, préclinique déjà un peu avancé dans les laboratoires. Et ça nous a donné l'idée de développer notre pendant, cette fois-ci industriel, qui intéresse plus, je pense, la communauté aujourd'hui, qui est finalement de créer un club preuve de concept dans lequel toutes ces preuves de concept thérapeutiques, à un niveau early stage ou à un niveau de développement déjà préclinique avancé, ou même en développement clinique par une équipe de cliniciens, une équipe académique, eh bien, nous repérons ces projets, nous faisons une analyse, en particulier une analyse de propriété intellectuelle, légère, et nous aidons finalement ces équipes à monter un dossier pour présenter leur projet soit à une société pharmaceutique de type laboratoire pharmaceutique, Big Pharma, soit à une start-up, soit enfin à un fonds. Et donc, nous sommes en quelque sorte un ouvreur d'opportunités pour la pharma, les biotech, en leur présentant ces opportunités de projets qui peuvent aller assez vite, nous l'espérons en tout cas, vers une translation vers le médicament. Vous êtes une sorte de fédération, pas une SATT, mais une FATT, donc une fondation d'accélération de technologie. Voilà, alors nous travaillons d'ailleurs avec les SATT. Ça, c'est une innovation où ils nous demandent notre expertise pour évaluer les projets maladies rares dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt maladies rares. Et nous faisons des expertises pour les SATT qui n'ont pas cette expertise scientifique. Parce que nous sommes appuyés, grâce à nos appels à projets, par un réseau d'experts nationaux et internationaux et par plusieurs comités scientifiques dédiés à chacun de nos projets. Donc, nous avons effectivement cette possibilité et nous avons récemment fait une revue de ce que nos appels à projets manifestation d'intérêt avaient amené et nous avons vu que les projets qui avaient été identifiés et classés comme de bons projets par on en est maintenant à nos 5e ou 6e appels à manifestation d'intérêt avec les différentes SAT, eh bien, ces projets ont levé plus d'1 million d'euros à ce jour
et certains ont conduit à la création de start-up. Et ça a été, je dirais, promu, accéléré par effectivement cette fondation d'accélération FATT. Alors voilà, ça c'est un peu notre volant industriel. Nous avons déjà une preuve de concept, puisque nous sommes aboutis à la signature d'un premier partenariat de co-conception entre l'Isogène, une biotech, et un laboratoire. Et là encore, tout ceci se fait à titre gracieux, c'est-à-dire nous ne prenons rien au niveau propriété intellectuelle, nous sommes là pour aider les équipes à trouver un partenaire biotech ou pharma. Par contre, l'adhésion à notre club POC est payante, ce qui nous permet de financer notre fondation pour financer nos appels à projets. Nous sommes d'ailleurs très financés en plus par l'AFM Téléthon pour tout son aspect maladies rares. L'AFM Téléthon ne finançant les maladies génétiques rares que sous l'aspect biothérapie innovante, et nous, tout le reste, modèles, génétique, molécules chimiques, Hit to Lead, SHS, c'est nous, Fondation, qui occupons ce créneau, et pour ceci, donc, nous recevons une aide conséquente de l'AFM Téléthon tous les ans. Très bien. Alors, on peut peut-être demander à Franck, qui est avec nous, Franck Mouton, qui est le président de France Biotech, la manière dont il perçoit le club POC, parce que il y a des relations étroites entre la fondation et France Biotech sur le sujet. Franck, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, d'abord, merci beaucoup, Daniel, de prendre le temps ce soir d'expliquer à l'écosystème effectivement les rôles et missions de la Fondation Maladies Rares. D'abord, effectivement, je pense qu'il faut rappeler les enjeux pour les patients. Ce sont des patients qui sont en attente de traitement. C'est aussi pour le domaine des biotech, des maladies où la compréhension des mécanismes est souvent plus avancée que dans d'autres pathologies plus complexes, quand on effectivement des maladies monogéniques, etc. Où ça présente effectivement cet intérêt. Ce que je vois, c'est que la Fondation Maladies Rares, pour moi, joue le rôle de tiers de confiance entre les partenaires académiques qui ont identifié une nouvelle cible, qui ont commencé à faire un certain nombre de preuves de concept, qui ont des modèles, que ce soit des modèles vitraux tels que les a décrits Daniel, et qui peuvent être extrêmement précieux pour gagner du temps pour les biotech. Et c'est en cela que le club POC joue pleinement son rôle. Vous savez aussi que je suis le dirigeant cofondateur de Terranexus, et Terranexus fait partie du club POC, de la Fondation Maladies Rares. Pourquoi nous avons souhaité nous faire partie de ce club POC, c'est que pour une société comme Terranexus, il est très important d'avoir des relais de croissance dans notre portefeuille, et que la façon dont étaient amenés justement ces sujets, la façon dont la Fondation Maladies Rares qualifie à la fois les partenaires académiques qui travaillent sur ces sujets, le lien qu'ils établissent entre l'industriel et le partenaire académique est pour moi extrêmement précieux. Et ça permet aussi d'établir d'autres liens, c'est-à-dire de pouvoir beaucoup mieux appréhender le positionnement de la découverte dans l'indication, et d'accompagner de cette façon-là, en tout cas d'accompagner la réflexion sur le développement clinique qui serait envisagé dans la société. Donc pour moi, c'est extrêmement précieux cet apport de preuve de concept, donc ce club POC. Nous, on continue. Vous savez que le domaine de la neuro est un domaine extrêmement complexe en termes de développement. Et il est évident que dans le domaine des maladies rares, ça présente, comme je vous l'ai dit, un intérêt parce que d'abord, effectivement, les besoins médicaux sont extrêmement importants, et que d'autre part, la connaissance même de ces maladies est souvent meilleure. Et donc, on a la possibilité de pouvoir développer des candidats médicaments sur ces indications où la compréhension des mécanismes est souvent plus avancée que dans d'autres pathologies, comme des pathologies comme l'Alzheimer ou des pathologies comme la schizophrénie, la dépression. Et ça, c'est très important parce que ça sert aussi
derrière, souvent, dans ces maladies-là, lorsqu'on a compris les mécanismes, souvent ces mécanismes sont retrouvés aussi dans des indications plus larges, et ça peut être aussi des applications, des extensions d'indications sur des applications plus larges. Donc pour nous, c'est très important en tant que biotech de pouvoir bénéficier de ce club POC qui met en lumière un certain nombre de projets, qui sont des projets sectoriels. Vous définissez avec la Fondation Maladies Rares le domaine dans lequel vous souhaitez investiguer. Et la Fondation Maladies Rares vous présente effectivement un certain nombre de projets qui correspondent à votre sphère. Donc voilà un petit peu, en tout cas, moi, ce que je vois. Et après, évidemment, pour France Biotech, et on est en train de travailler avec Daniel et ses équipes pour un partenariat un peu plus établi entre France Biotech et la Fondation Maladies Rares, parce que c'est pour moi un atout de les avoir avec nous. Très bien. Merci Franck pour ces précisions. Daniel Sherman, quel est le profil type finalement et quel est le questionnement type auquel répond le Club POC? Quand une entreprise a une interrogation, quelle est celle que vous acceptez le mieux quand elle est face à vous? Alors, je vais répondre à votre question, mais je vais peut-être terminer dans le panorama de ce que nous faisons. Absolument, oui. Fondation, car nous avons des collègues extrêmement dynamiques qui travaillent beaucoup. Nous avons aussi une action envers les associations, c'est-à-dire que nous offrons, pareil, gracieusement aux associations une prestation d'accompagnement de recherche. Et donc, les associations nous contactent pour les aider à monter un conseil scientifique, pour les aider éventuellement à structurer leur offre de recherche, et parfois, et de plus en plus, et bien souvent pour nous confier la gestion de leur offre de recherche. En d'autres termes, ils ont un projet, on les aide à identifier une équipe, et eh bien, ils nous confient les fonds, et nous gérons le projet, c'est-à-dire nous traitons avec l'association sur le plan d'un contrat, et puis ensuite nous traitons sur un second contrat avec une équipe de recherche comme étant identifiée comme étant la meilleure pour réaliser le projet. Nous faisons l'étude à mi-parcours, nous délivrons les fonds, et donc nous sécurisons pour l'association, je dirais, la réalisation correcte et dans les normes du projet de recherche. Et là encore, c'est un service que nous rendons, nous ne prenons pas de royalties sur ce service. Nous avons aussi, je ne voudrais pas l'oublier, une étude médico-économique en cours, financée par une mutuelle. Donc nous avançons aussi sur les aspects finalement du chiffrage quantitatif et qualitatif de l'amélioration de la qualité de vie dans 4 maladies génétiques. Et puis, nous avons, toujours dans le même esprit, par rapport au soutien des projets, nous soutenons des projets hors appel à projet par discussion directe avec des mutuelles lorsque celles-ci sont intéressées à soutenir un projet. Donc nous sommes en quelque sorte, nous savons trouver des sponsors pour le développement d'un projet. Lorsqu'un projet ne nous paraît pas assez mûr pour être présenté à une biotech, ou parce que nous pensons qu'il serait plus intéressant d'affiner et de le faire avancer encore, eh bien nous mettons en relation ce projet, parce que nous avons une spécialiste du réglementaire chez nous, Christine Fétrault, qui d'ailleurs est celle qui était très agissante au niveau de l'interaction avec France Biotech. Eh bien, Christine a une collaboration avec OrphanDev qui fait progresser le projet sur un aspect pré-réglementaire, de façon à le rendre encore plus attractif pour une biotech ou pour un fonds ou par une pharma. Et enfin, nous avons aussi une action dans le domaine de la santé numérique, puisque nous avons un atelier qu'on appelle un atelier co-design, dans lequel, eh bien, il y en a un qui va se faire en octobre, et nous avons eu une quinzaine de projets qui ont été reçus, dans lequel finalement nous faisons du tutoring d'un projet de e-santé ou santé numérique. Ça peut être du device d'ailleurs, mais ça doit être du numérique. Et donc nous trouvons des experts et nous organisons des séances de travail entre les créateurs de projets et les experts qui les aident pendant une après-midi à faire avancer leur projet. Et ensuite, nous essayons, si le projet a vraiment avancé,
eh bien, de trouver des fonds pour ces projets. Par exemple, nous avons trouvé des fonds pour un projet qui s'appelait Télé-SLA, pour de la télémédecine pour la sclérose latérale amyotrophique, pour aider les patients. Nous avons aussi trouvé des fonds pour l'ataxie de Friedreich. Donc, ce sont des projets finalement numériques, de nouvelles technologies, de deep learning, enfin bon, génomique, etc., dans lequel eh bien, nous trouvons des experts, nous aidons un peu à profiler le projet et nous essayons de monter au créneau pour trouver des fonds qui vont permettre peut-être au projet de maturer vers une biotech ou de travailler avec une biotech qui est déjà en collaboration avec un laboratoire. Bon, ça, c'était pour compléter, je dirais, le panorama de nos activités et j'en oublie. Alors, votre réponse, c'était le Club POC, comment on raisonne par rapport à un client. Absolument. C'est du cousu, en fait, on essaie de faire du cousu humain. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la même interaction avec une big pharma qu'avec une biotech ou qu'avec un fonds. Certes, on a les sessions du Club POC qui se réunissent 2 fois par an dans lesquelles on propose 12 preuves de concept à l'ensemble du Club POC. Et nous avons ouvert ces prestations au cancer rare. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que les biotech et les pharma s'intéressaient beaucoup au cancer. Nous ne pouvons pas faire de cancer parce que notre CA, notre vocation est de nous adresser aux pathologies rares. Plutôt les maladies rares au niveau de l'aide à la recherche, puisque pour la recherche dans le domaine des cancers, vous avez l'INCa. Hein. Et par contre, dans ce qui concerne le transactionnel vers les pharma et les biotech, eh bien, nous pouvons présenter, et nous en présentons, une part non négligeable, jusqu'à 1/3 de cancers rares à nos partenaires. Donc, nous avons un partenaire, par exemple, qui s'intéresse aux applications dermatologiques. Eh bien, nous allons essayer aussi de creuser des applications de cancer dermatologique pour essayer de trouver des projets qui vont dans le sens de ce partenaire. Mais on les présente à l'ensemble des partenaires, mais au moins on sait que si ce partenaire est preneur, il aura sans doute la possibilité, parce que c'est un gros partenaire, d'avoir la primauté sur ce projet. Une fois que le partenaire a émis une déclaration d'intérêt, eh bien, nous aidons le porteur académique à aller très très vite vers les SATT ou une carte transfert, par exemple, de façon à organiser très rapidement une rencontre B2B, enfin bon, entre le pharma ou la biotech et l'équipe académique qui a sécurisé sa propriété intellectuelle. Et lorsque ceci est fait, eh bien, nous nous retirons du jeu, nous laissons la biotech ou la pharma travailler directement. Alors, récemment, nous avons eu à l'intérieur de notre club une société qui s'appelle Home Bioscience, qui essaye, elle, de voir des projets au niveau encore plus early, parce que elle a été créée par des anciens de la biotech, et eux, leur business model, c'est de repérer des projets comme ça et de trouver des fonds, parce qu'ils ont un réseau de financeurs, et donc trouver des fonds pour faire avancer ce projet. Donc, ils sont une espèce de SATT, mais privé. Hein, et bon, je pense que dans leur business, ils prennent des parts. Et ils coachent, ils tutorent, parce que ce sont des gens qui ont une grande expérience du développement pharmaceutique, de façon à accélérer. Et à terme, je pense que leur idée, c'est de sortir en ayant grandi. Donc, c'est un peu comme un fonds, mais un peu plus early qu'un fonds, et avec un coaching. Enfin, en gros, ça correspond à un fonds d'investissement. Voilà. Sauf qu'eux n'ont pas le fonds, ils trouvent des investisseurs. C'est ça la différence par rapport à un fonds qui a sa caisse. Eux, ils savent trouver des investisseurs, ils savent aller vers les fonds. Donc, en quelque sorte, ils sont accompagnateurs du développement d'un projet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez très, très bien répondu. J'ai une petite question sur vos relations, et ça, ce sera une question aussi qui sera aussi pour Franck. De plus en plus, effectivement, les relations se nouent, des liens se nouent avec les associations de patients qui rentrent de plus en plus dans le jeu à la fois des associations, on va dire, nationales et des entreprises. Comment est-ce que vous êtes organisé à ce niveau-là, et l'un et l'autre, et est-ce qu'on peut imaginer que vous arriviez à fédérer ces associations de patients autour de vos associations?
Franck, est-ce que tu veux répondre? Moi, je répondrai après. Oui, c'est effectivement un sujet qui est sur la table côté France Biotech, de se rapprocher d'un certain nombre d'associations de patients. On peut d'ailleurs se réjouir puisque la société qui s'appelle Patient Expert a récemment adhéré à France Biotech justement dans ces considérations-là pour en fait proposer à l'écosystème dans les réflexions sur le positionnement et les développements cliniques d'intégrer cette problématique de patient expert et d'apporter effectivement la vision du patient dans le positionnement du produit, quels seraient les marqueurs à ajouter en plus de ceux qu'on fait habituellement et que les autorités réglementaires exigent, d'apporter effectivement des éléments qui créent de la valeur sur le produit, tout en apportant quelque chose qui correspond à la vie réelle de ces patients. Donc ça devient extrêmement important. Nous, on se rapproche de plus en plus d'un certain nombre d'associations de patients, évidemment dans les secteurs qui sont les secteurs clés que les adhérents de France Biotech adressent. Évidemment, la cancérologie en fait partie, les maladies métaboliques, la neurologie. Voilà, donc évidemment, ça c'est un vrai sujet et je serais ravi d'écouter Daniel sur le sujet parce qu'en tout cas, nous, à ce stade-là, sur la relation avec la Fondation Maladies Rares, quand j'entends effectivement déjà tout ce qu'elle fait, je n'avais même pas la notion qu'elle adressait les sujets médico-économiques, donc bravo à Christine d'aborder tous ces sujets et de faire en sorte effectivement que les projets arrivent avec toutes ces dimensions adressées, ce qui leur donne à mon avis une très forte maturité. Donc bravo à cela. Donc je serais ravi d'entendre Daniel sur la relation avec les associations de patients dans le contexte des maladies rares. Oui. Alors, je veux juste aussi ajouter que nous avons une vocation de communiquer cette recherche aux associations. Et donc, nous sommes organisateurs du colloque RARE. Donc, nous avons organisé RARE 2019 et nous sommes déjà dans le starting block pour organiser le colloque RARE 2021, qui est une réunion rare, si j'ose dire, puisqu'elle regroupe des scientifiques, des associations, des décideurs politiques, beaucoup de pharma, beaucoup de biotech. Donc, c'est un forum qui se réunit tous les 2 ans et qui permet à toutes ces différentes communautés de se rencontrer, d'interagir à travers des tables rondes, à travers des stands, donc les biotech, les pharma, la plupart des biotech de biothérapie sont présentes, et on a aussi des interventions de ministres. Voilà, donc, et les associations interviennent à ce niveau-là. Nous avons aussi un colloque scientifique annuel au Collège de France qui s'est déroulé la semaine dernière de façon virtuelle. Et là, c'est plutôt de l'information scientifique que l'on présente à la communauté et aux biotech. Là aussi, c'est un service. Et je ne sais pas si, Franck, tu as pu assister à notre colloque de la semaine dernière, mais nous avions 2 repositionnements de molécules anticancéreuses avec des applications tout à fait prometteuses dans le domaine de maladies rares. Donc, il y a là aussi des mines qui sont présentées en amont à notre club POC, mais qui aussi peuvent faire l'objet de très belles communications pour le monde académique et le monde des maladies rares en général. Alors, l'Alliance Maladies Rares, qui regroupe plusieurs centaines d'associations de patients, est l'un de nos 5 membres fondateurs. Nos membres fondateurs sont l'AFM Téléthon, l'Alliance Maladies Rares, la conférence des présidents d'université, la conférence des directeurs de CHU et l'INSERM. Alors, je dirais qu'on a un autre membre quasi fondateur, mais qui ne l'est pas vraiment. Il n'est pas fondateur, mais il fait partie de notre ADN, c'est le LEM. En particulier, le LEM Maladies Rares, puisque nous sommes membres du comité Maladies Rares du LEM et des réunions à sa voix permanente du LEM Maladies Rares, et nous avons une réunion programmée très prochainement. Donc, ça nous met à l'interface, et le contact qu'on a avec les associations, on est là pour les servir. Donc, on a actuellement, depuis 1 an et demi, recruté une spécialiste qui est à la fois pharmacienne et docteur en sciences, et qui rend ce service que j'ai décrit d'aide et d'accompagnement scientifique et aussi de formation continue pour les associations. Et donc,
comment vous dire, en un an et demi, on a pratiquement maintenant 45 associations qui sont accompagnées. Et en général, c'est vrai que ces associations veulent du concret, c'est-à-dire que lorsque le projet a effectué une preuve de concept, eh bien, il y a parfois des associations qui veulent aider même une start-up à se monter pour arriver aux médicaments. Et là, nous pouvons jouer un rôle finalement d'intermédiaire entre l'association et la start-up pour gérer les contrats du financement qui pourraient être fournis par l'association en apportant une garantie scientifique de suivi du travail qui est accompli. Voilà en gros le profiling de tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on fait avec les associations. En gros, c'est les aider à structurer leur offre de recherche, à avancer vers la discovery, la découverte, et à avancer vers le translationnel. Et à terme, on veut tout ce qui est des médicaments pour ces populations. Parfait. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par écrit. Il est 19h31, il nous reste 9 minutes, 10 minutes pour notre intervention. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Une chose sur le financement des biothérapies innovantes, il y a un fonds biothérapie innovante que vous connaissez, qui était doté de 50 millions, qui a aidé 6 à 7 sociétés. J'ai deux questions. Est-ce qu'on en fait assez en France pour les maladies rares en termes d'investissement? Et la deuxième question, c'est est-ce que il y a eu une sélection de sociétés, est-ce que vous participez finalement? Est-ce que votre avis est demandé quand il y a ce type, puisque vous avez parmi vos membres, notamment la FM Téléthon, est-ce qu'en revanche, on vous demande, lorsqu'on finance des sociétés comme celle-ci, votre avis? À ma connaissance, non, nous n'avons pas été financés. Enfin, moi-même, je fais partie du conseil scientifique de l'AFM Téléthon, donc nous demandons mon avis pour le financement de projets de recherche. Mais pour ce qui est translationnel biotech, nous ne sommes pas impliqués. Nous le pourrions, nous en avons la compétence, mais on ne nous a jamais sollicité. Alors, votre question, est-ce qu'on en fait assez? Par rapport aux 3-4 000 maladies rares qui n'ont pas de diagnostic ou aux 7 500 maladies rares qui n'ont pas de traitement, il est clair qu'on n'en fait jamais assez. Il y a actuellement pas mal d'argent dans le domaine du maladie rare. Il faut rendre justice à l'État. Vous avez par exemple une appel à manifestation d'intérêt pour le diagnostic génétique de maladies dont le diagnostic est inconnu, qui est fortement doté pour des projets qui sont dotés de 500 à 600 kg euros par projet. Vous avez l'argent de l'European Joint Programme Rare Disease. C'est un programme doté de 85 millions d'euros sur 5 ans, où les partenaires biotech peuvent candidater dans les répondre au consortium. Dans le cadre de cette JP, nous sommes responsables d'un appel à projet qui est clos demain et qui est intéressant sur le plan du montage, qui s'appelle Rare Disease Research Challenge, lui aussi piloté par l'infatigable Christine Fétrault, avec l'aide de personnes, Ingrid Svenpool et Diana Désir-Parseil au sein de notre direction scientifique. Et donc, cet appel à projet vise à, finalement, nous avons pu démarcher 4 grandes sociétés pharmaceutiques en leur demandant quels sont les projets sur lesquels vous voudriez voir avancer les résultats, les connaissances, le savoir-faire, pour vous permettre d'aller plus vite vers la discovery du médicament dans les maladies rares. Nous avons pu intéresser comme ça 5 industriels qui se sont réunis et qui ont profilé 4 projets qui vont être soumis qui sont soumis à appel à candidature. Et ceux qui peuvent candidater sont des biotech et des académiques. Donc, c'est une association académique biotech ou biotech pure qui a pu répondre à cet appel à projet. Et l'Europe mettait 1 million d'euros et nous avons obtenu que les pharmas intéressés doublent la mise et mettent eux aussi 1 million d'euros. Donc, ça fait 2 millions d'euros pour 5 projets
qui tournent autour soit d'outils génétiques, de caractérisation d'outils génétiques, soit d'aspects un peu medtech, c'est-à-dire monitoring, par exemple. Comment peut-on monitorer l'amélioration de l'état de marche d'un patient atteint d'une maladie dégénérative musculaire traité par une thérapie. Donc nous avons cette action. Je dirais que pour l'année qui vient, il y a de l'argent. Il n'y a peut-être pas suffisamment d'argent, mais je n'ai pas connaissance de ce qu'il y a au niveau des biotech. Et là, peut-être Franck pourrait répondre à ma place, au niveau du FIU, au niveau de fonds donnés par le ministère de l'Industrie aux biotech. Et je dirais qu'actuellement, le monde clinique et académique, avec un appel à projet maladies rares que nous avons pu lancer en relation avec le GIRSI, le Groupement interrégional de recherche clinique et d'innovation du Sud-Ouest. On a réussi à lever 500 000 euros pour une dizaine de projets maladies rares, cette fois-ci, sur le Sud-Ouest, à vocation d'utilisation d'études sur l'homme. Donc, je pense que cette année, il y a de l'argent. Il va y avoir le JP, je le dis à la communauté des biotech. Vous avez le JP Rare Disease qui lance son appel translationnel 2020, qui portera sur les thérapeutiques et le translationnel. Celui de 2019 était sur le diagnostic des maladies rares. Donc, l'opportunité de l'appel à projet Rare Disease Challenge 2020, qui dotait, je n'ai pas le chiffre en tête, mais peut-être une dizaine de millions d'euros, hein, est là pour soutenir des consortiums européens comportant des biotech. C'est encouragé, un projet qui a des biotech est encouragé sur des projets translationnels, pharmacologie et thérapie. Hein. Donc, la première année, c'était diagnostic génétique, seconde année, pharmacologie-thérapie, et l'an prochain, sciences humaines et sociales, associations éthiques, et là, c'est nous qui aurons les commandes. Cette année, nous avons les commandes du Rare Disease Challenge. Nous avons eu un networking event qui s'est réuni en début d'année, en février, à Paris, où des biotech ont été invités à rencontrer les Big Pharma dans des B2B meetings pour essayer de comprendre les besoins des Big Pharma et se préparer à répondre à l'appel à projet. Et il y a aussi des académiques qui étaient intéressés. Donc, on a fait une information tous azimuts et de façon à ce que tout le monde soit prévenu. Et on a eu donc des biotech de toute l'Europe. Mais ceux qui n'étaient pas au networking event peuvent candidater. Malheureusement, bon, le deadline étant demain, c'est trop tard. Mais je tiens à dire que ceux ça n'était pas arrangé, c'est resté ouvert. Les biotech qui n'ont pas pu assister au networking event ont quand même pu candidater. Et nous saurons demain ou après-demain combien de consortiums se sont présentés. Je pense qu'on en aura pas mal parce que finalement, la crise étant ce qu'elle est, tout projet est bon à prendre. Mais les projets étaient bien définis. D'ailleurs, je pourrais retrouver les titres de projets si vous me donnez quelques minutes. C'est des projets visant à répondre à des moyens que n'ont pas les pharma pour leur permettre d'aller plus vite vers un développement clinique de thérapie pour les maladies rares. Et ça passe par des biotech, des startups et des équipes académiques. Les pharma ne sont pas équipés pour faire ce travail. Parfait, merci de cette réponse. Franck, on imagine à travers le message que fait passer Daniel Sherman qu'il peut y avoir une vraie relation de valorisation entre la connaissance profonde de tous les programmes maladies rares de la Fondation et France Biotech, en fait, qui peut amener effectivement le nerf de la guerre. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait. D'ailleurs, France Biotech a pu relayer un certain nombre d'appels à projets qui nous avaient été transmis par la Fondation Maladies Rares. Donc, effectivement, ça a été un premier effort. Je dirais qu'aujourd'hui, le domaine des maladies rares et en particulier le développement clinique reste encore très mal couvert sur le plan des financements, y compris à l'Europe, avec des taux de succès qui sont relativement faibles. Et avec un centrage qui est beaucoup plus sur les médicaments de thérapie innovante et en particulier thérapie génique
Et il y a un certain nombre de maladies, et je pense que la Fondation Maladies Rares est l'exemple type, en tout cas quand on voit effectivement la façon dont ils abordent ces sujets-là. Il y a un certain nombre de maladies rares qui ne peuvent pas aujourd'hui être adressées par les médicaments de thérapie génique, et que l'approche typiquement par petites molécules, par repositionnement, aujourd'hui que propose un certain nombre d'approches de la Fondation Maladies Rares, sont encore moins couverts par ce type de financement. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment insister là-dessus, et les patients sont en attente de ces traitements. Et quand on sait effectivement qu'aujourd'hui, un développement dans une maladie rare sur des essais cliniques d'envergure peuvent coûter jusqu'à 10, 15, 20 millions, il est nécessaire effectivement d'accompagner les entreprises sur ce versant-là. Donc évidemment, j'incite tous les fonds d'investissement à regarder ces différentes approches, les différents projets qui sont proposés par la Fondation Maladies Rares et qui seraient éventuellement développés par les biotech françaises. Merci pour cette... Il y a une autre interaction que nous pourrions avoir avec France Biotech, et là, c'est un peu, nous faisons appel à vos compétences, parce que finalement, nous avons besoin d'experts biotech. D'ailleurs, ça peut être utile pour ces experts de nous aider, parce qu'ils peuvent repérer des bons projets. Donc, on aurait éventuellement besoin pour notre club POC. C'est important pour nous d'avoir des experts biotech qui pourraient être sollicités, s'il n'y a pas de conflit d'intérêt, pour évaluer la faisabilité industrielle de certains de nos POC. Ça pourrait nous aider à faire mûrir les POC, nous dire, voilà, bon, bah, ce projet, c'est même pas la peine de le présenter, il n'est pas mûr, d'après nous, personne n'en voudra. Et ça, c'est une expérience que vous, biotech, vous avez, et vous pourriez nous aider. Il y a une autre chose sur laquelle vous pourriez nous aider, c'est pour l'appel à projet Rare Disease Research Challenge que je viens d'évoquer. Une fois qu'on aura un peu les projets, il se peut qu'on ait des projets de type MedTech. C'est clair, parce qu'il y en avait dans la liste des 4. Et donc, du medical device. Nous manquons d'experts dans ce domaine, et je pense qu'on serait très, très heureux de pouvoir faire appel à France Biotech pour nous dénoncer des experts que nous pourrions solliciter pour venir nous aider à évaluer quelques projets. C'est toujours enrichissant, et je pense des deux côtés. Donc, c'est aussi une interaction que nous espérons avoir avec France Biotech pour staffer notre panel d'experts avec des gens de la bibliothèque qu'on aime beaucoup, ces gens qui prennent des risques, qui vivent avec les difficultés que l'on connaît, hein, mais justement, ça leur donne un regard tout à fait intéressant qui peut aider à dire à une équipe, restez encore dans le bois, ne sortez pas trop tôt, ou tiens, là, il y a vraiment un énorme problème, ça va casser, ou bien si vous développez tel aspect, une petite tox expérimentale ou une bonne distribution, et ça, on peut les aider pour ça, on peut nous payer un petit supplément pour faire mûrir la POC, hein, et bien là, vous aurez beaucoup plus de chances d'intéresser la communauté industrielle ou la communauté biotech. Donc, je lance un appel aux bonnes volontés. L'appel a été reçu. Nous allons nous diriger vers... Il y a une petite question qui va nous diriger vers la fin de cette conférence. Elle est posée par Victoria Roguet qui vous demande, Daniel Sherman, si vous avez des investisseurs non institutionnels. Pardon. Alors, des investisseurs, vous voulez dire des gens qui nous donnent de l'argent pour vivre? Oui, certainement. Alors, nos sources de levée de fonds sont la FM Téléthon, les dons spontanés. Nous ne faisons pas de campagne puisqu'il y a une campagne de la FM Téléthon sur Madeira, mais nous avons des donateurs spontanés. Nous participons à des événements sportifs. Nous avons par exemple les Strat-Trek du Mont Blanc, nous sommes course solidaire. Donc, il y a des événements qui nous sponsorisent à titre, c'est très enrichissant d'ailleurs, des événements solidaires. Nous faisons sponsoriser notre colloque par des pharmas. Nous avons le Club POC, qui est une source de levée de fonds.
Et nous avons effectivement des mutuelles. Et là, je voudrais dire que nous avons par exemple une mutuelle extraordinaire qui est la fondation d'entreprise IRSEM, qui nous aide considérablement. Mais il y a d'autres mutuelles, comme la MGFI, qui nous aident en finançant des projets. Il y a des projets qui les intéressent. Par exemple, la FEIRSEM s'intéresse au problème de la transition de l'enfant à l'adulte. Donc, par notre appel à projet social et social, nous avons des projets qui touchent à la transition enfant-adulte. Nous avons aussi des projets, par exemple, de prothèses pour la hernie diaphragmatique, où là, nous soutenons un laboratoire et c'est la FEIRSEM qui nous soutient, parce qu'elle estime que c'est un projet concret qui peut aboutir très rapidement à un développement par une biotech. Donc, des projets device, donc des projets hors appel à projet tels que je les ai décrits, qui ont un phénotype différent, mais pour lesquels, eh bien, nous nous adressons à des mutuelles ou à d'autres donateurs. Voilà. Alors, nous n'avons pas de donateurs institutionnels, à part les associations qui nous aident pour gérer les projets et la FM Téléthon. Nous avons été soutenus par l'INSERM pendant 5 ans, et ensuite, l'INSERM a jugé que ce n'était pas sa vocation, puisque nous sommes une fondation de droit privé, et donc nous n'avons pas de financement. Nous avons d'autres financements qui sont ce que nous faisons en collaboration, par exemple, avec un réseau hospitalo-universitaire, un travail extraordinaire de Guillaume Cano, sur le repositionnement d'un anticancéreux pour les maladies d'hypercroissance, avec des résultats absolument magnifiques. Et donc, le RHU COSI, Cure Overgrowth Syndrome, vise à étendre le concept à une panoplie assez importante de maladies d'hypercroissance qui étaient totalement incurables à ce jour et pour lequel Guillaume a fait une percée extraordinaire. Et donc, il a obtenu un gros financement public. Et nous sommes partenaires de ce RHU. Et là, nous sommes financés pour ce travail, pour tout ce qui est dissémination, valorisation et organisation d'un appel à projet sciences humaines et sociales dans le domaine des pathologies d'hypercroissance. Et puis, tout ce que nous faisons pour l'Europe est financé par l'Europe. Donc, tout ce que nous arrivons à financer comme ça par des institutions de type européenne ou RHU ou GIRSI, c'est autant d'argent que nous n'avons pas à dépenser, enfin le GIRSI a financé lui-même les projets, mais je dirais RHU ou European Programme, c'est autant d'argent qui nous permettent de financer notre personnel et de garder une part importante des fonds de la FM Téléthon pour les appels à projets académiques. Et je dirais que l'investissement des biotech et des big pharma dans le club POC, c'est aussi une source de levée de fonds qui va directement au projet de recherche. Et en retour, le service, comme je l'ai décrit, c'est une veille scientifique par des gens qui sont sur le terrain, qui patrouillent sans arrêt la communauté, qui assistent aux webinars, aux conférences, qui suivent les équipes et qui voient maturer. Parce que, si vous voulez, vous avez une preuve de concept, bon, elle passe au club POC, elle est jugée insuffisante. Qui va suivre l'équipe pour voir si finalement l'équipe, au bout d'1 an ou 2 ans, elle n'a pas fait progresser son projet? Eh bien, ce sont nos responsables régionaux qui suivent les projets et qui, à un moment, tirent la sonnette et disent finalement, ils ont bien progressé, c'est peut-être le moment de retourner voir les biotech et les pharma. Les biotech et les pharma n'ont pas les moyens, à l'heure actuelle, de faire cette veille scientifique, a fortiori dans les maladies rares. Donc, nous avons 7 personnes à temps plein sur ce concept et je crois que c'est ça le bénéfice que les biotech et les pharma et les fonds peuvent espérer tirer d'une adhésion au Club POC, que je leur encourage fortement à venir dans notre club pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça nous finance, mais la raison principale, c'est que notre bonheur, ce serait que les projets qu'on a identifiés et poussés deviennent à terme des médicaments développés par des industries pharma ou des biotech. On aurait rempli notre mission si on a des médicaments qui arrivent pour soigner les malades. Je dirais que c'est l'horizon ultime. On a entendu le message, le principal intéressé, Franck, est là, va pouvoir relayer complètement avec Olivier Chabanon, qui est aussi dans l'assistance et qui nous écoute. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, restez avec nous parce que j'aurai peut-être un petit scoop à vous donner dans le domaine des maladies rares à la fin de mon petit message. Pour nos programmes, nos prochaines conférences, je vais aller vite, de demain, mercredi et jeudi. Toujours Biotech Finance en partenariat avec France Biotech, évidemment. Nous aurons, alors demain, c'est Thierry Mauvernet, qui est le
patron du groupe des Biopharm qui a accepté de venir. Alors, on connaît des Biopharm, hein, c'est une belle boîte suisse à Lausanne. Là, ils viennent de signer en plus une licence, un accord de licence avec Takeda dans les nouvelles thérapies microbiomiques. C'est tout récent, mais ils sont investisseurs, ils sont fonds corporate. Enfin, voilà, il y aura une très belle soirée demain en perspective. Mercredi, le programme continue à haut niveau aussi, comme ce soir, avec Marc de Garidel. Marc de Garidel, vous l'avez connu comme le patron d'Ipsen, et puis il a été aussi, il a été surtout le PDG de Corvidia qui vient d'être cédé à Novo Nordisk pour 2,1 milliards de dollars. Je pense que là, on va décrypter comment on passe un accord de ce niveau-là, une petite biotech quand même qui passe un bel accord. Et alors jeudi, ça va vous intéresser particulièrement parce que jeudi, je suis avec Terence Béguin. Et Terence Béguin est le patron d'une biotech sur laquelle j'attire particulièrement votre attention puisque c'est Apteus et qui adresse les maladies ultra rares. Alors là, on est vraiment à la pointe de tout et l'intérêt de cette biotech, c'est qu'ils sont financés par des associations de patients. Ils ont réussi à avoir des financements et que à la rigueur, ils peuvent trouver en repositionnant un médicament, ils peuvent trouver un médicament pour un malade. Donc ça va être, je pense, très intéressant d'interagir. Si vous êtes là avec nous, Daniel Sherman, jeudi, n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence. C'est jeudi soir à 19h, toujours. Alors, et puis, voilà, j'ai terminé pour le programme de la semaine. Le petit scoop que j'avais, sur lequel je vous ai tenu en haleine depuis le début, c'est que, en fait, il semblerait qu'il y a un nouveau fonds maladie rare qui soit en gestation, qui concernerait évidemment, qui serait sur un plus gros montant que le précédent, que Biothérapie Innovante, donc il serait plus élevé en termes de montant, et il serait financé par des investisseurs privés. Je n'en dis pas plus, je n'en sais pas plus, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est en train de se faire. Voilà, merci à vous Daniel Sherman, merci Franck Mouton. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour une nouvelle conférence. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.